The main reason I'm here is to clear my name that I have nothing to do with Bitcoin, nothing to do with developing. Ce que vous venez de voir, c'est la justification d'un homme en détresse qui a été harcelé par tous les médias du monde, Dorian Nakamoto. Hey tout le monde, j'espère que tout se passe bien pour vous, pour moi en tout cas ça va. Quand on parle du Bitcoin, on a plein d'images qui nous viennent en tête, des images sombres parfois, d'autres un peu plus joyeuses. Quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est qu'un mystère gravite autour de Bitcoin concernant son créateur. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est parmi nous, dans l'écosystème, caché, peut-être sous une autre identité? On l'a peut-être même déjà vu, on ne sait pas, mais depuis 2009, qui est la date de sa création, beaucoup de choses se sont passées. Des histoires troublantes, des impostures, le monde cherche un visage à mettre sur le pseudo Satoshi Nakamoto. C'est devenu une obsession. C'est pour ça que j'ai décidé d'ouvrir une série de vidéos sous forme de dossier avec des anecdotes, des histoires concernant les personnes qui sont liées de près ou de loin au créateur du Bitcoin. On va fouiller dans les tréfonds des forums, dans les tréfonds des médias. Une raison assez valable pour s'abonner les amis. Prenez une petite boisson, posez-vous tranquillement. Dossier Nakamoto épisode 1, Dorian Nakamoto. Dorian Nakamoto est d'origine japonaise. Il est né en 1949 dans la ville de Beppu, au Japon. Sa vie, il l'a vécue dans la pauvreté, autour d'une tradition bouddhiste qui vient de sa mère, Akiko. Mais en 1959, après un divorce et un remariage, elle émigre avec ses fils, Toko Nakamoto, Arthur Nakamoto et Dorian Nakamoto. Direction les États-Unis, et plus précisément en Californie, à Tempe City, près de Los Angeles, où sa mère va trouver une petite maison dans un patelin. Son histoire en Amérique peut commencer. Je vous ai parlé de ses frères à Dorian. Parlons-en. Plus précisément de Arthur Nakamoto. C'est aussi une belle histoire d'amour entre les deux frangins. Ils ont eu une relation plutôt fusionnelle, comme Arthur en témoigne. Enfant, je me souviens que j'admirais Dorian, qui, à mon avis, est beaucoup plus intelligent que moi. Il m'a appris beaucoup étant tout petit. Il m'a protégé du mal, il m'a partagé les mangas, les bandes dessinées japonaises, et a inventé des histoires fantastiques jusqu'à ce que je m'endorme. Je lui suis aussi éternellement redevable pour m'avoir sauvé la vie quand j'avais 9 ans. Il ne s'en souvient probablement plus, mais je m'en souviens, et c'est ce qui compte pour moi. Passionné par les mathématiques et les sciences, il obtient un diplôme à l'Université d'État Polytechnique. Puis il va travailler dans la défense et les communications électroniques pour Hughes Aircraft, dans le sud de la Californie. C'est d'ailleurs dans cette période qu'il va rencontrer sa première femme, avec qui il aura son premier enfant, Eric Nakamoto. Mais avec le temps, ils finiront par se séparer et il quittera peu de temps après son premier travail. Direction Radio Corporation of America dans le New Jersey où il trouvera un travail en tant qu'ingénieur système. Et c'est encore une fois dans cette période qu'il rencontre sa deuxième femme, Grace Mitchell, avec qui il aura 5 enfants. Son travail, il ne pouvait pas communiquer dessus, c'était classifié comme secret. L'ancienne présidente témoigne. Nous faisions de l'électronique défensive et des communications pour l'armée, les avions gouvernementaux et les navires de guerre. Mais c'était classifié et je ne peux pas vraiment en parler. Sa femme Mitchell, elle va témoigner aussi. Il ne parlait pas beaucoup de son travail. Le temps passe. Puis en 1987, le couple décide de quitter le New Jersey pour retourner en Californie. Et à partir de ce moment-là, les galères commencent. Nakamoto va travailler comme ingénieur en informatique pour des entreprises de communication et de technologie de la région de Los Angeles, notamment le service d'information financière Quotron System Incorporated. Selon le témoignage de sa femme Mitchell, Dorian aurait été licencié 2 fois en 1990 et il aurait pris du retard sur les paiements hypothécaires et les impôts. Un retard qui leur a coûté leur maison. Dans les années 2000, Mitchell et Nakamoto vont se séparer. Les deux anciens amoureux retournent dans le New Jersey avec leurs 5 enfants. Et Dorian trouve un travail pour la Federal Aviation Administration suite aux attentats du 11 septembre. Toujours dans l'informatique et la communication et toujours dans cette ambiance secrète. Il s'exprime pas sur ce sujet. Mais encore une fois, en 2001, il va quitter son job à la fin de son contrat et il va retourner vivre chez sa mère à Tempe City. Mais c'est pas tout, c'est dans ce même patelin, à quelques maisons de où il habite, que Hal Finney habite aussi. Hal Finney qui a travaillé sur Bitcoin lors de sa création. Et là, c'est le vide. Je n'ai trouvé aucun témoignage, aucune source sûre après cette période. Même son fils dit, je cite, « Il y a eu un blanc complet dans sa vie pendant un moment. Vous ne serez jamais en mesure de le contacter. Il niera tout. » Quoi qu'il en est, personne ne sait ce qui s'est passé après 2000 ans. Pas d'emploi stable, pas de traces de travail, le silence s'installe. 6 mars 2014, après un grand vide autour de Dorian Nakamoto, les projecteurs lui sont centrés dessus. Le monde entier est soi-disant au courant de quelque chose qui n'a pas de mots pour être défini, quelque chose de grand, quelque chose qui a pris de l'ampleur. Le média qui fait ces accusations, c'est Newsweek, un média très influent en Amérique, un média qui ne fait pas les choses à moitié. Et ils sortent ce 6 mars 2014, alors que la population d'Amérique est sur le point de se réveiller, à 6h du matin, cet article, que dis-je, une enquête. The Face Behind Bitcoin, le visage derrière Bitcoin. Et la personne qui est visée,
n'est autre que Dorian Nakamoto, la personne âgée de 64 ans, d'origine japonaise. Des Nakamoto, il y en a plein en Amérique. L'accusation porte pas juste parce que son nom de famille, c'est Nakamoto. Le même qui est inscrit sur le document officiel de Bitcoin pour expliquer sa création, signé au nom de Satoshi Nakamoto. Non, non, du tout, c'est parce que c'est le profil qui semble le plus collé avec l'histoire du Bitcoin. La journaliste qui a mené cette enquête n'est autre que Leah Goodman, une journaliste d'investigation reconnue. Elle a cherché pendant plusieurs temps qui pourrait être Satoshi, et en fouillant dans les tests qui ont été faits sur Bitcoin avant son lancement, elle a pu accéder au dossier de crash, qui sont tout simplement des tests qui ont été faits sur Bitcoin avant son lancement officiel, mais qui n'ont pas fonctionné. Des crashs quoi. Et un nom est ressorti avec cette data. Al Finney, le fameux voisin de Dorian. Et surtout, en message qui figure. Un message de Satoshi disant à Al Finney: envoie-moi la data et je pourrai déterminer ce qui ne fonctionne pas. Ce que Al a fait, mais il a envoyé cette data sur un forum. Data où l'adresse IP figurait. Et elle était dans le même quartier que Dorian Nakamoto. Ce qui a encore plus renforcé l'idée que la journaliste avait sur le fait que Dorian Nakamoto était bien impliqué dans la création de Bitcoin. Mais ce n'était pas assez. On ne peut pas prouver que Dorian a quelque chose à voir avec Bitcoin juste parce que l'adresse IP mène au quartier dans lequel il habite. Donc, elle a continué ses recherches, elle est tombée sur quelque chose de troublant. Quelque chose de très bizarre. Dorian a changé de nom en 1973 pour passer de Dorian Satoshi Nakamoto en Dorian Prentice S. Nakamoto. Depuis, il n'a plus utilisé le nom de Satoshi, mais signe à la place de son nom Dorian S. Nakamoto. L'enquête commence à se chauffer. Mais il fallait une interview, des mots, des éléments venant directement de Nakamoto en personne. C'est pour ça que la journaliste Leah l'a d'abord contacté par email. Adresse mail qu'elle a réussi à obtenir par l'intermédiaire d'une société à laquelle il achète des trains en miniature. Déjà, à partir de ce moment-là, je ne sais pas quelle est la chose la plus grave. Que l'entreprise ait donné l'adresse d'un client comme ça, ou alors que Leah soit allée chercher des informations confidentielles sur sa vie privée. Mais bref, passons. Lors des échanges par mail, il faut déjà noter que Dorian n'utilisait pas son vrai nom. L'email était mountainspring@. Mais bref, il parle principalement de la passion de Dorian, les trains à vapeur. 2 semaines avant notre rencontre à Temple City, j'ai entamé une correspondance par email avec Satoshi Nakamoto, discutant principalement de son intérêt pour la mise à niveau et la modification de trains à vapeur miniatures avec des technologies de conception assistées par ordinateur. Nakamoto dit dans un email: Je fais de l'usinage moi-même, du tour manuel, du moulin, des rectifieuses de surface. processus qui demande une bonne quantité de mathématiques. En domaine, rappelez-vous, dans lequel Dorian Nakamoto excelle. Après quelques échanges par mail, Leah essaye d'entamer une conversation sur le Bitcoin. Mais à partir de ce moment-là, Nakamoto cesse de répondre. Il ne décroche pas au téléphone, il ne répond plus aux mails. Silence radio. La journaliste va donc essayer de le recontacter par le biais de sa famille, notamment avec son fils Eric Nakamoto, en lui disant d'essayer de le faire parler de Bitcoin. Mais la réponse était claire: il ne le fera pas. À partir de ce moment-là, Leah comprend. Elle comprend qu'elle a soi-disant des preuves pour rédiger son enquête. Mais c'est pas assez, elle doit encore creuser. Elle va donc contacter le frère le plus jeune de Dorian, Arthur Nakamoto. Tu veux en savoir plus sur mon incroyable frère physicien? C'est un homme brillant, il est très concentré et éclectique dans sa façon de penser. Intelligent, matheux, ingénieux, informaticien, vous l'appelez, il résout le problème. Mais Leah veut qu'il parle du Bitcoin pour avoir des affirmations, des preuves venant de son témoignage. Et la réponse est forte. Mon frère, c'est un connard. Ce que vous ne savez pas sur lui, c'est qu'il a travaillé sur des trucs classifiés. Sa vie a été en blanc complet pendant un moment. Vous ne pourrez pas l'atteindre. Si ce que vous dites est vrai, il le niera. Il n'admettra jamais avoir lancé Bitcoin. Puis, il raccroche. Encore des paroles qui ont laissé supposer que Leah était bel et bien sur la bonne voie. Son frère le qualifie comme intelligent, à l'aise avec les technologies et donc potentiellement capable d'avoir créé le Bitcoin. Mais lors de la conversation, Arthur lui dit aussi qu'ils ne s'entendent plus, ils ne se parlent quasiment plus. Donc c'est quand même difficile d'être sûr de ces informations. Elle va donc retrouver d'autres éléments qui pourraient la mener à se supposer Satoshi Nakamoto, qui serait Dorian. Elle va donc contacter Gavin Andresen, une personne qui a travaillé sur le code de Bitcoin, il a notamment fixé des bugs, bref, il a pas mal contribué à son amélioration. Mais surtout, il a déjà parlé avec Satoshi en privé, par mail intraçable ou sur Bitcoin Talk. Il dit: il n'a jamais été bavard. Tout ce dont nous avons parlé, c'était du code. Le style d'écriture de code de Satoshi était de la vieille école. Voilà quelques informations à noter. Un homme peu bavard, en style d'écriture de code datant de la vieille école. Pour le moment, ça colle avec le portrait de Dorian. Mais elle va aussi parler à son ex-femme, à la fille de Dorian, qui a confié: il gardait toujours son bureau verrouillé, et nous aurions des ennuis si nous touchions à son ordinateur. Une vraie chasse à l'information. Et c'est ce jour-là où la journaliste Leah Goodman a débarqué devant chez lui. Il faut bien comprendre que quand un journaliste se déplace jusqu'à chez toi pour essayer de trouver des informations personnelles, voilà,
trouver des informations, ça s'apparente à une atteinte sur l'intimité de la vie privée de la personne concernée. Ici, Dorian Nakamoto. Et donc, c'est illégal. Bref, elle est devant chez lui, maison où Nakamoto vit avec sa mère âgée. Sa voiture, une Toyota Corolla CE argentée, est garée dans l'allée. Elle avance, se dirige devant sa porte et elle toque. Mais personne répond. À un moment donné, il a jeté un coup d'œil, ouvrant la moustiquaire de la porte et établissant brièvement un contact visuel. Puis il l'a fermée. Elle va donc laisser une lettre dans la grille de sa porte, sa carte de visite et une bitcard allemande, qui est une carte prépayée en plastique qui stocke des bitcoins. Sa lettre lui disait qu'elle voudrait lui parler à propos de bitcoin. Elle part manger rapidement, puis elle revient devant chez lui. Dorian Nakamoto était là, dehors, avec 2 policiers. Nakamoto avait prévenu la police. Je cite la déclaration des policiers. À 14h09, le jeudi 20 février 2014, le poste du shérif de Tempe City du département du shérif du comté de Los Angeles a reçu un appel suspect à Tempe City. L'appelant a rapporté qu'une femme inconnue dans la vingtaine frappait à la porte de son domicile et était assise depuis 1 heure devant. L'appelant a dit qu'il avait peur d'ouvrir la porte. Quoi qu'il en est, Léa voit enfin Dorian Nakamoto de haut en bas. Il se trouve à quelques mètres d'elle. Elle le décrit de cette façon. Satoshi Nakamoto se tient au bout de son allée ensoleillée, l'air timide et agacé. Il porte un t-shirt froissé, un vieux jean bleu et des chaussettes de sport blanches. Ses cheveux sont négligés et il a le regard interminable de quelqu'un qui a passé des semaines sans dormir. C'est le moment idéal pour essayer de lui poser des questions. Elle se présente aux policiers et ils répondent. Alors, qu'est-ce que tu veux demander à cet homme? Il pense que s'il te parle, il va avoir des ennuis. Je ne pense pas qu'il ait des ennuis. Je voudrais lui poser des questions sur Bitcoin. Cet homme est Satoshi Nakamoto. Un policier répond. Quoi? C'est le gars qui a créé Bitcoin? On dirait qu'il vit une vie assez humble. Et Nakamoto va réagir. Je ne suis plus impliqué là-dedans et je ne peux pas en discuter. La journaliste essaye de lui reposer des questions, mais l'air saoulé, il rejette les questions d'un coup de main gauche et dit. Il a été remis à d'autres personnes. Ils en sont responsables maintenant. Je n'ai plus aucun lien. Et il rentre chez lui. Et à partir de ce moment-là, ces simples phrases prononcées par Dorian Nakamoto vont être l'essence même de son enquête. Le Saint Graal. Elle avait des témoignages. Plus que ça, des paroles de Dorian Nakamoto en personne qui affirmait qu'il était bel et bien impliqué dans la création de Bitcoin. Et quelques mois plus tard, l'article sort. A California man is the focus of international attention this morning. Newsweek reports that he is the mastermind behind Bitcoin. Il subit une pression médiatique comme on en voit rarement. Des journalistes campent devant chez lui. Il sort, il est harcelé. Il va faire des courses, il est harcelé. Et tout ça à cause d'un article. Article où une photo de sa maison a été publiée, ainsi que la plaque de sa voiture et aussi le nom de son quartier. C'était la porte ouverte pour que les autres médias s'en prennent à Nakamoto. Il n'a plus aucune intimité. La vie privée n'existe plus pour lui. Il entre dans une véritable chasse à l'homme. Sur les réseaux, et notamment Bitcoin Talk, c'est la pagaille. Tout le monde se pose des questions. Est-ce que c'est vrai? Ça pourrait être lui, je suppose. La description légèrement farfelue, mais géniale de chercheur privé anti-gouvernemental convient certainement. Et qu'en est-il du nom? Quelqu'un qui se soucie tant de la vie privée utilise son vrai nom sur internet? La journaliste Léa Goodman est aussi au cœur de cette histoire. Et sur Bitcoin Talk, les utilisateurs sont aussi très remontés. Remontés par le fait que la journaliste ait divulgué plein d'informations privées sur la vie privée de cet homme. Une discussion est ouverte par un utilisateur et le titre c'est Je paierai 0,15 bitcoin à la première personne qui doxe Léa Goodman. doxer qui veut dire récolter des informations sur sa vie privée. Il édite son message avec un texte en rouge. Elle ne lui fait pas de mal physiquement, mais envahit sa vie privée et montre une photo de lui et de sa maison avec sa voiture et sa plaque d'immatriculation. Ce n'est pas juste, maintenant n'importe qui peut trouver sa maison. Je veux juste qu'elle ait le même goût. Il demande dans les informations En type de dossier public avec son adresse, une photo de sa maison sur Google Maps, ça fera l'affaire. Quand on est harcelé comme ça, jugé du jour au lendemain, toutes les caméras des États-Unis dirigées sur son visage, vous imaginez bien que ça a un impact sur sa vie, sur ses émotions. Ça arrive que des personnes ne supportent pas un tel acharnement médiatique et parfois ça va même jusqu'à commettre l'irréparable, le suicide. Cette histoire va loin, autant pour Léa que pour Dorian. C'est pour ça qu'il va vite faire ce qui est nécessaire. Il va attaquer Newsweek en justice pour diffamation en disant qu'il n'est pas Satoshi Nakamoto, le créateur du Bitcoin. Mais comme je l'ai dit au début, Dorian Nakamoto n'a pas énormément d'argent. Et les frais pour des poursuites, ça coûte de l'argent. Beaucoup d'argent. Surtout quand on s'en prend à un média connu. Il va donc lancer une collecte de fonds pour sa défense juridique. Le site créé spécialement pour Dorian Nakamoto, il va droit au but. Newsweeklied.com. Newsweekman.com. Sur le site, on retrouve quelques catégories, notamment une, Background, où il explique tout ce qui s'est passé. Avec notamment une critique de l'article où des professionnels extérieurs donnent leur avis. Notamment
Félix Salmon, un ancien journaliste de chez Reuters. Mais on retrouve aussi des informations concernant le passé de Léa Goodman et les fautes qu'elle a déjà commises. On apprend qu'elle a déjà été confrontée à des plaintes concernant ces articles, mais on retrouve aussi les fautes qu'elle a commises en sortant 7 articles, atteinte à la vie privée et j'en passe. Et en première page, on a des liens pour ceux qui veulent faire des dons. Le paiement en Bitcoin est évidemment accepté. La photo n'est plus disponible sur le site, mais cette photo y était insérée, où Dorian Nakamoto tient une pancarte avec écrit « L'article de Newsweek a blessé ma famille ». Il va même faire une déclaration personnelle écrite avec le journaliste de chez Reuters, Félix Salmon, qui l'a posté sur Twitter. Dans cette déclaration, il dément chaque accusation de l'article de Newsweek. Il dit n'avoir aucune connaissance en cryptographie, en système peer-to-peer. Ce fameux moment dans sa vie où il y a eu en blanc, il en parle en disant qu'il n'a pas réussi à trouver un travail stable en tant qu'ingénieur ou programmeur pendant 10 ans, mais il a bien travaillé pendant cette période en tant qu'ouvrier, professeur suppléant, mais pas d'emploi stable. Il se livre aussi en disant que l'article de Newsweek a eu des conséquences sur sa vie et celle de sa famille, beaucoup de stress et encore plus pour sa mère de 93 ans qui vivait avec lui, et il finit par « Je vous demanderai de respecter ma vie privée ». Mais ça s'arrête pas là, il va aussi faire une vidéo avec un journaliste autour d'un déjeuner pour démentir chaque propos de Léa Goodman. On va enfin avoir une réponse concrète en vidéo. Ce qu'il a dit à Léa quand il était dehors avec les 2 policiers, qu'il a dit qu'il n'était plus impliqué dedans, que d'autres personnes s'en chargeaient, il va y répondre. When we get hired, you have to sign this document, contract saying you will not reveal anything we develop during and after the employment. So that's what I implied. Okay. That's what it's not like, it sounded like, I was involved before with Bitcoin and look like I'm not involved now. That's not what I meant. I want to clarify that. Rappelez-vous quand je vous ai dit que Léa avait trouvé comme quoi il avait changé son nom, il va y répondre aussi. But why did you change your name at that time? Oh, because I feel it's much more suitable with non-Japanese name, basically. Le journaliste va aussi lui demander s'il connaît Gavin Andresen, donc l'homme qui a beaucoup parlé avec Satoshi par mail ou sur Bitcoin Talk. Il va y répondre. Heavily quotes this guy, Chief Scientist Gavin Andresen. I don't know him. Okay, have you ever No. corresponded by email? No, Okay. I don't even know his name or person. Petite anecdote aussi que j'allais oublier, le jour même de la sortie de l'article de Newsweek, un bitcoiner, donc en membre de la communauté Bitcoin sur Bitcoin Talk, il a proposé d'envoyer sa propre collection de trains miniatures à Dorian Nakamoto. Le jour même, l'article est sorti à 6h et à 15h, il fait cette proposition. Je vous montre son message, je le trouve hyper bienveillant. J'ai une grande collection de trains miniatures que je vais envoyer à Satoshi, même s'il y a une chance qu'il ne soit pas le Satoshi, ça le rendra heureux s'il aime les modèles réduits de trains et je serai heureux de donner quelque chose en retour. La valeur de ces modèles de trains appartenait à mon père qui est décédé et je ne suis pas fait pour les chérir comme je le devrais. C'est beau. Et en plus de ça, une autre personne lui répond et il dit qu'il peut faire office de réexpéditeur vu qu'il habite au Canada. Donc en 2014, au tout début, il y avait déjà une entraide dans la communauté Bitcoin et je trouve ça tout simplement insane. Et la suite de l'histoire concernant la communauté, elle est connue. Ils vont finir par faire un don en Bitcoin à Dorian Nakamoto. Ils vont trouver son adresse Bitcoin pour au total lui envoyer 47 Bitcoins pour... Enfin voilà, en cadeau tout simplement. À l'époque, 47 bitcoins c'était environ 23 000 euros, ce qui est déjà un très beau cadeau, mais aujourd'hui ils en valent 1 200 000 euros. Et il a même fait une vidéo YouTube pour remercier la communauté Bitcoin, mais elle est en privé, impossible de la retrouver en entière, j'ai juste un extrait, si quelqu'un l'a, je suis preneur. And I'm not Satoshi Nakamoto as portrayed as a creator. My name is Dorian Satoshi Nakamoto. And of course, if I was a real creator, I would never use my real name. Thank you very much. I want to hug you with 2,000 of you who donated. Et oui, on pourrait retrouver l'adresse des dons, pister le portefeuille de Dorian pour savoir ce qu'il en a fait. Mais voilà, j'ai pas envie de chercher, je préfère garder le mystère. C'est ça aussi qui fait la beauté de cette histoire, donc je préfère pas savoir. Bref, revenons à nos poursuites. Comment ça se termine? En janvier 2015, Dorian retire ses poursuites suite à un accord avec Newsweek. Une somme d'argent non divulguée va lui être versée et l'histoire s'arrête. Point. Donc, l'enquête Satoshi a pris énormément d'ampleur. On a l'impression, avec les mots que Léa utilise et aussi l'histoire de Dorian, que en fait elle n'avait juste pas assez de preuves. Mais en même temps, on n'a pas envie d'y croire. Toutes les informations que Dorian donne pour se justifier auprès du public ont l'air d'avoir tout leur sens. Le vide dans sa vie, il en parle. Son changement de nom aussi, il en parle. Tout a l'air clair en fait. Et à son visage, on a juste l'impression que c'est un homme qui a souffert. Souffert d'une pression médiatique intense et d'une vie compliquée. Enfin, je veux dire, on ressent pas de culpabilité de sa part quand on le regarde
regarde quand il s'exprime ou quoi, des fois on peut voir enfin voilà, des traits de visage qui marquent, mais là c'est pas du tout le cas, il a l'air vraiment d'être honnête. On a même de la peine pour ce qu'il a enduré. Au fond, je pense déjà que l'article de Léa Goodman est tout simplement mal rédigé. Elle a fait trop de fautes médiatiques, des preuves qui sont là mais qui sont pas vraiment là. Elle joue beaucoup sur des affirmations sans laisser de place au doute. En fait, on a l'impression que c'est pas la journaliste qui exprime sa vision, qui est censée avoir un avis critique sur la situation. Enfin voilà, c'est très bizarre et troublant. Et sinon, aux dernières nouvelles, Dorian Nakamoto a l'air remis de cette situation, plutôt heureux même. Il se rend aux conférences Bitcoin à Los Angeles, il discute, s'intéresse, enfin voilà. Une vie qui suit son cours. Quoi qu'il en est, l'identité de Satoshi Nakamoto reste encore en grand mystère passionnant. Donc est-ce que depuis le début, Dorian Nakamoto jouait un rôle, peut-être qu'il cachait son vrai visage? On ne saura jamais, la probabilité est très faible, mais voilà, toujours laisser une petite place au doute. Le dossier Nakamoto n'a pas encore dit son dernier mot. Les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à like, à vous abonner, à partager, bref, peu importe, ça prend pas mal de temps, beaucoup de recherches, des sources et tout. Mais bref, du moment que ça soutient, ça fait plaisir et je vous en remercie d'avance. Sinon, prenez soin de vous, on se retrouve pour le prochain dossier Nakamoto qui arrive. C'était Clémise. Ciao!